Est-ce que tu as conscience que la medtech française s'effondre? Oui, on en a bien conscience, mais les règles aujourd'hui ne nous permettent pas de choisir une solution française parce qu'elle est française. Les Américains le font, les Chinois le font, et bien pourquoi nous on le ferait pas? Bienvenue dans David Opère, l'émission qui donne du souffle à la medtech française. Avec mes invités, on va parler des blocages, mais aussi des solutions pour développer le business. Et aujourd'hui, je reçois Walid Belbrahim, le directeur général d'UniAchat, la plus grande centrale d'achat des hôpitaux publics. Alors Walid, on va rentrer directement dans le vif du sujet. UniAchat, c'est la plus grande centrale d'achat de matériel médical en France. Est-ce que tu as conscience que la medtech française s'effondre? Oui, on en a bien conscience et c'est un vrai problème pour UniAchat parce que UniAchat représente les hôpitaux français et les hôpitaux français ont besoin de l'innovation française. Donc c'est une vraie préoccupation pour nous, cette question de trouver le bon modèle, la bonne condition de survie de cette medtech qui nous apporte beaucoup et apporte beaucoup aux hôpitaux au quotidien aujourd'hui. Et pourquoi la medtech française est si peu présente dans les achats aujourd'hui? Alors, les achats hospitaliers, ça représente 35 milliards d'euros, donc c'est un volume conséquent. Ah, je pensais que c'était 29 milliards, donc c'est 35 milliards. Ça augmente, et le chiffre des 29 milliards, c'est plutôt le chiffre de 2023. En 2024, on est à 35 milliards, donc c'est quelque chose qui est en augmentation Donc il faut que j'actualise assez forte. mes chiffres en Mais fait. on a tous les chiffres à UniAchat si tu veux, il n'y a pas de souci. Ouais, d'accord, ok. Non, et c'est un volume qui est colossal, qui est très important. Et la responsabilité des acheteurs hospitaliers, c'est effectivement de bien connaître toute l'offre et que on puisse amener l'innovation, quelle qu'elle soit, hein, l'innovation, au service des hôpitaux et des patients. Et quand l'innovation vient de France, c'est là où c'est très intéressant pour nous de la stimuler, de la mettre en avant et de la faire accéder cette innovation aux hôpitaux et aux patients français. C'est la raison pour laquelle tu es en train de créer avec Thomas Jean un hub innovation, c'est le cas? Oui, tout à fait. Nous, on fait un constat qui est très simple. C'est qu'il y a un fossé entre les startups, la medtech qui innove et les hôpitaux. Et nous, ce qu'on veut faire avec ce laboratoire d'innovation, c'est de combler ce fossé et d'essayer de créer des ponts entre ces deux mondes qui parfois essayent de travailler ensemble et puis parfois ne se comprennent pas ou ne se parlent pas suffisamment. Et nous, notre responsabilité à UniAchat, c'est de faire ce tiers de confiance entre les deux mondes. On travaille très bien avec les hôpitaux, on travaille très bien avec ces medtech. Il n'y a pas de raison que les deux travaillent pas ensemble et c'est vraiment notre ambition de faire ce pont-là. J'ai reçu plein de messages qui me disent bon, ok, UniAchat, c'est super cette initiative, mais au final, si un hôpital ne souhaite pas acheter le matériel référencé, il fait ce qu'il veut et UniAchat n'a pas de pouvoir d'influence plus que ça. Est-ce que c'est vrai? Alors c'est vrai, et on a malgré tout un pouvoir d'influence, c'est-à-dire qu'on a notre capacité de proposer via des marchés publics qui sont aussi sécurisés pour les hôpitaux, parce Ok. qu'il y a un enjeu quand même de cadre juridique de ces marchés publics. Nous, on fait les marchés publics pour le compte des hôpitaux et on leur propose des solutions avec des prix et des conditions qui sont négociées. Donc normalement, c'est plus intéressant pour un hôpital de passer par un groupement d'achat. Encore faut-il qu'on réponde à ces besoins. Eh oui. Et nous, notre objectif, c'est de capter le besoin des hôpitaux, de capter le besoin des hospitaliers et de mettre l'innovation au service de ces besoins. Et c'est vraiment ça notre objectif pour que les hôpitaux demain, qui ont le choix de passer ou non par tel ou tel opérateur d'achat ou d'acheter seul, passent par nous parce que nous, on joue ce rôle de tiers de confiance. Ils ont confiance en nos procédures Ouais. et aussi aux solutions qu'on a choisies avec eux. Prenons le cas de ICEP. C'est une société aujourd'hui qui a créé un collecteur de sang dans le bloc opératoire pour la chirurgie cardiaque. C'est assez révolutionnaire. Il y a même l'EFS qui a fait une lettre pour dire que la technologie était extraordinaire. La société est référencée et aujourd'hui, ils ne vendent pas leur matériel dans les hôpitaux. Qu'est-ce qui bloque? C'est cette méconnaissance des hospitaliers de cette solution. Donc nous, on joue aussi avec notre réseau et notre capacité à aller parler à nos adhérents. On a été les premiers à référencer ICEP il y a longtemps maintenant. Oui. Et on essaye de les aider en expliquant aux hôpitaux ce que font les autres. Il y a aussi une question qui est importante dans les hôpitaux, c'est que les hôpitaux regardent ce que font les autres pour être rassurés. Et donc nous, on joue ce rôle-là. On a aussi inventé des formats où on dit l'essayer, c'est l'adopter. Et regardez tel hôpital a essayé une solution, vous pouvez l'adopter. Donc on essaye de faire de la pédagogie auprès des établissements pour que l'innovation se diffuse de plus en plus, avec ce côté qui rassure les hospitaliers, c'est si un autre établissement le fait, nous, on peut le faire aussi. Et dans cet intervalle, certaines personnes m'ont écrit en me disant l'innovation française ne rentre pas et en même temps, il y a des
innovations type le robot Da Vinci d'Intuitive Surgical qui rentre partout. C'est un robot qui coûte super cher, 2 millions d'euros, 200 000 euros de SAV, 200 000 euros de consommables et puis 4 000 euros apparemment de frais d'installation par patient. Et apparemment, c'est un gouffre financier. Vous avez conscience de ça? Oui, et nous, on a un message très simple, c'est que le marché, c'est un marché mondialisé. Et quand on sort une procédure, un achat, les Américains sont aussi légitimes que les Français, les Européens ou les Chinois à répondre à un marché. Et les règles sont les mêmes pour tout le monde. Ce qui peut poser un problème, parce que aujourd'hui, on parle d'un point de vue politique de créer de la préférence européenne et française, et nous, on est extrêmement favorable à ça, parce que on constate dans nos achats que parfois pour la même solution, on a une solution française, une solution chinoise ou américaine, et que à des conditions équivalentes, on pourrait choisir n'importe laquelle pour le bien des hôpitaux. Mais les règles aujourd'hui ne nous permettent pas de choisir une solution française parce qu'elle est française. On doit choisir une solution française parce qu'elle a des meilleurs prix ou elle a une meilleure durabilité. Et on devrait pouvoir le faire parce que les Américains le font, les Chinois le font, c'est même plus de la préférence. Les Chinois, c'est de l'exclusivité chinoise. Ils excluent les autres. Et bien pourquoi nous, on ne le ferait pas? Et il y a vraiment une traduction d'une volonté politique. On sent qu'il y a une volonté politique aujourd'hui de le faire, mais qui n'est pas traduite dans les textes. Et c'est ça qu'on demande, nous, aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on a l'impression que le marché américain est libre, mais il est hyper contrôlé avec le Buy American Act. D'ailleurs, la préférence nationale aux États-Unis est passée de 65% à 75% avec Donald Trump. Donc, pour les innovations françaises, venir s'exporter aux États-Unis, c'est de plus en plus difficile. Oui, et il faut qu'on fasse la même chose. Il faut qu'on fasse la même chose à l'échelle européenne, parce que c'est la bonne taille de marché, c'est la taille de marché qu'il faut à l'échelon européen. Et il faut qu'on arrive à préserver nos innovations des concurrences chinoises ou américaines qui viennent sur le marché. Parce que si les Américains se protègent, ils exportent aussi. Donc à nous de faire la même chose et de protéger notre marché. J'ai l'impression que tout le monde a conscience de ça, mais rien ne bouge. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que demain, on puisse adopter cette préférence nationale en France? Je pense qu'il y a une prise de conscience, malgré tout. On entend les politiques qui en parlent. Nous, on en parle aussi aux politiques. On leur explique ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire. Et on essaye de faire bouger les lignes. Donc il y a une prise de conscience. Il faut qu'elle ait une traduction réelle dans des textes. Et les textes, c'est l'échelon européen. Le bon échelon, c'est l'échelon européen. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut faire bouger les choses. Il y a des révisions actuellement en cours des directives européennes en termes de commandes publiques. C'est maintenant qu'il faut faire bouger les lignes pour que, enfin, la préférence européenne apparaissent comme un objectif en soi. Nous, c'est vraiment ce qu'on demande, c'est qu'on puisse choisir une solution européenne parce qu'elle est européenne. Certains laboratoires américains, ils brandent leurs produits Made in France parce qu'ils ont produit en France. Est-ce que ça a le même poids pour une IHA d'acheter du matériel américain brandé Made in France que d'acheter du matériel réellement français, avec une société qui paye ses impôts en France? Alors ça dépend, parce qu'à partir du moment où il y a la question de la marque Made in France, elle est très complexe à appréhender, parce que c'est soit j'ai une succursale de vente en France et je suis distributeur français de produits chinois ou américains, pour nous ça compte pas, quasiment. Par contre, quand un producteur chinois ou américain a une usine en France, qui fait travailler des gens en France sur une usine de production de tout ou partie de son matériel, là, ça commence à avoir du poids. Donc, on a vraiment ce travail à chaque fois d'analyser toute la chaîne de production, et c'est ce qu'on fait de manière très fine à une IHA pour voir effectivement d'où viennent les produits réellement. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction ici? Parce que si on continue à acheter le matériel américain brandé Made in France, on ne peut pas donner la chance à des PME françaises de pouvoir grandir et de construire des usines beaucoup plus importantes et donc de faire bénéficier l'économie française de ce gain. Alors, c'est une question hyper importante pour nous à une IHA, c'est la question de l'égalité des chances face à la commande publique. C'est un vrai sujet qu'on traite parce qu'on voit effectivement qu'il y a beaucoup de petites PME et start-up françaises qui connaissent mal les règles, qui ne savent pas répondre à des marchés publics et qui sont parfois une barrière à l'entrée qui est importante pour eux. Et donc nous, on les accompagne, c'est aussi l'objectif de notre laboratoire d'innovation, c'est qu'on va prendre par la main ces entreprises et on va leur expliquer comment on travaille, on va leur expliquer la mécanique des appels d'offres et on va les aider à y répondre pour que, au moins au départ, il y ait une vraie égalité des chances face à la commande publique. C'est un vrai combat qu'on mène.
Alors ce laboratoire d'innovation, est-ce que tu peux nous donner les règles? Est-ce qu'il existe déjà? Où est-ce qu'on en est? Oui, oui, il a été créé à la rentrée il y a quelques semaines. Et donc, on a une équipe qui est en place, qui a une double action. D'abord, une action envers les hôpitaux, qui sont les hôpitaux de notre réseau, qui vont aller expliquer justement quels sont les marchés innovants, quelles sont les startups innovantes, quelles sont les solutions innovantes que nous avons référencées dans nos marchés publics pour les aider, les inciter à les prendre en main et à diffuser l'innovation dans les hôpitaux. L'innovation française ou l'innovation... L'innovation en général, avec effectivement une préférence européenne qu'on joue déjà, nous, à ce rôle-là et à ce niveau-là, dans le cadre de la commande publique qu'on connaît aujourd'hui, mais on joue quand même cette préférence-là. Quand tu dis préférence européenne, c'est d'abord préférence française, puis européenne, puis américaine, ou c'est préférence européenne au sens large? La loi telle qu'elle est faite aujourd'hui ne me permet pas de faire de la préférence française. Donc je dis préférence européenne parce que c'est le cadre réglementaire dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc c'est comme ça qu'on prend les choses en disant il y a une préférence européenne qu'on peut mettre en avant et aider les hôpitaux à prendre en main cette innovation. Et puis une deuxième activité de ce laboratoire qui est d'aider les entreprises, les startups à comprendre la façon dont on fonctionne et à mieux répondre demain à nos marchés publics. Les marchés publics, ils existeront toujours, c'est de l'argent public, c'est normal qu'on fasse des procédures. À nous de les rendre plus accessibles, et à nous de les rendre plus accessibles et plus faciles à comprendre et à appréhender pour nos startups. Donc là, on peut clairement dire aux startups françaises de la medtech et de la STech, mais aussi les PME, contacter une IHA, contacter une personne en particulier? Oui, tout à fait. On a nos équipes qui sont chapeautées par Thomas Jean, qui est directeur général adjoint en charge des sujets d'innovation, qui sont à Paris et qui sont là pour aider les entreprises à mieux comprendre la façon dont on fonctionne. Donc n'hésitez pas, contactez-nous. Donc ça, c'est une solution vraiment très concrète pour qu'on puisse faire gagner l'innovation médicale européenne, mais surtout française. Enfin, tu peux pas le dire, mais moi je le dis. Je ne peux pas le dire, mais je peux le penser très fort. Et effectivement, c'est un vrai levier que nous avons et sur lequel nous travaillons, y compris avec les pouvoirs publics, puisque c'est des dispositifs qu'on inscrit dans le cadre de la feuille de route des achats hospitaliers du ministère de la Santé et de la feuille de route aussi de la French Tech qui est portée par le ministère de l'Économie et des Finances, parce que c'est aussi important d'avoir ce soutien des pouvoirs publics derrière nous, au-delà des hôpitaux. Est-ce que les médecins, au-delà d'une IHA, est-ce que les médecins, les chirurgiens ont conscience que la medtech française est en train de s'effondrer? Est-ce qu'ils s'en moquent? Est-ce que c'est pas du tout un sujet pour eux? C'est quoi l'état d'esprit aujourd'hui dans les hôpitaux? Il y a une vraie prise de conscience, je pense, de tous les soignants, et médecins et soignants en général, que moi j'ai vécu déjà et qui date même de la crise sanitaire. Quand on a commencé à se rendre compte qu'on avait des gants, des masques, des équipements de protection individuelle qui venaient de l'autre bout du monde, Eh oui. ça a fait un peu un électrochoc pour les soignants français et de se dire finalement, on achète en gros, on achète en masse, on a des prix certes intéressants, mais l'achat c'est aussi de savoir d'où viennent les produits. Est-ce qu'aujourd'hui, les masques achetés par une IHA, ils sont fabriqués en France? Eh bien, ça a du sens pour les soignants. Et comme les solutions innovantes qui sont dans les blocs opératoires de demain ou dans les unités de réanimation ou autres, ça a du sens pour les soignants qu'elles soient fabriquées dans un environnement local ou pas très loin, parce qu'on avait perdu un peu ce fil-là, et je pense que ça redonne du sens à l'hôpital de dire les achats, c'est aussi une empreinte locale, c'est aussi une empreinte environnementale, qui est un sujet aussi très important pour eux. Si tu étais au gouvernement, qu'est-ce que tu changerais immédiatement pour faire en sorte que la medtech française, la medtech, la health-tech française puisse développer leur business? Une mesure très simple qui est d'inscrire dans le code de la commande publique la possibilité pour un acheteur public de poursuivre un objectif de préférence européenne ou française. C'est une mesure très simple qui nous permettrait de dire demain pour un certain nombre de produits qu'on pourrait choisir en fonction de l'état du marché et de l'état de l'offre, mais oui, nous pouvons et nous devons demain privilégier des entreprises françaises et européennes par rapport à d'autres entreprises parce que c'est pour le bien de notre outil de production nationale. Et il y aura un quota, par exemple? Pas forcément. À partir du moment où on a une offre qui existe et que cette offre répond aux besoins des hôpitaux, il n'y a pas forcément besoin de le plafonner. Et qu'une entreprise Alors, je ne dirais pas plafonner, mais je dirais mettre un plancher. un plancher. Mais Qui pourrait pourquoi être pas peut-être de 15, 20% ou 30% comme en Allemagne.
Là aussi, pourquoi pas? À partir du moment, et il faut raisonner, je pense, marché par marché, parce qu'encore une fois, il y a un sujet d'offre. Si demain, je décide de relocaliser l'achat de paracétamol ou d'une autre molécule, peu importe, bah, ce ne sera pas toujours possible. Parce qu'on n'a pas toujours les usines en France. Donc il faut s'en assurer au préalable. C'est pour ça que j'aime pas trop raisonner en seuil global, 30%. Ça n'aurait pas forcément de sens sur certains marchés, ça en aurait sur d'autres. Mais effectivement, il faut être très incitatif et nous donner les outils qui nous permettent de, derrière, fabriquer les champions de l'exportation. Parce qu'il faut aller plus loin. Même nous, on accompagne les entreprises et on accompagne des PME qui deviennent des entreprises de taille intermédiaire en disant demain, OK, le marché français, c'est super, mais il y a un marché européen et puis il y a un marché mondial. Vous allez exporter dans les pays d'Afrique, dans les pays du Golfe, sans parler de Chine et États-Unis, qui sont des marchés qui sont en train malheureusement de se fermer un peu pour les entreprises européennes. Oui, c'est vrai. Mais j'ai la conviction que si on ne réussit pas dans notre propre pays, je ne vois pas bien comment on peut réussir à l'international. Ouais. Non, mais c'est la première étape, tu as raison. Et moi, je pense, et je suis tellement triste parfois de voir qu'il y a des entreprises françaises qui commencent par les États-Unis sans même s'attaquer au marché français. Ça, vraiment, ça me rend triste parce que je me dis que les patients français auraient besoin de ces innovations et devraient les avoir en premier. Mais il y a aujourd'hui, par la multiplication parfois des obstacles réglementaires qui ne sont pas liés à l'achat, mais réglementaires même au préalable de l'achat, des entreprises qui exportent avant de traiter leur marché local. Et ça, effectivement, je trouve ça dommage. Et oui, on parle de l'ANSM, par exemple, où déclencher des essais cliniques en France, ça prend 24 mois, alors qu'aux États-Unis, ça prend 9 mois, ou en Inde, ça prend 6 mois. Et donc, en réalité, les sociétés s'exportent de cette manière. Oui, il y a, disons, un ensemble de réglementations qui fait que c'est difficile pour les entreprises parfois d'attaquer le marché local avant le marché international. La HAS consulte une IHA sur des logiques de remboursement ou de déremboursement? On a quelques échanges avec toutes les institutions, qu'elles soient de l'écosystème de santé, pour là aussi nous éclairer les besoins des hôpitaux, puisqu'on représente les établissements de santé dans ces besoins-là, et que, en tout cas, les institutions dans leur ensemble soient éclairées de ce point de vue-là. C'est quand même une bonne nouvelle que Uniacha et Walid Ben Brahim soient sponsors de la préférence européenne et par extension la préférence nationale pour sauver notre industrie. On en a besoin. Encore une fois, nous, on défend les intérêts des hôpitaux. Et moi, je suis convaincu, en tant qu'hospitalier, que les hôpitaux ont besoin de cette industrie, de cette innovation française et européenne. Donc, on la défend pour, encore une fois, servir les hôpitaux et les patients. Merci beaucoup, Walid. Merci. C'était très instructif. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et bien voilà, ce que je retiens de notre échange, c'est que Uniacha a créé un laboratoire d'innovation pour permettre aux medtech françaises de se rendre enfin visibles auprès des hôpitaux. Contactez Thomas Jean.